Voilà, bonjour à tous et bienvenue à la Chambre des métiers de La Roche-sur-Yon. Et merci d'être venus à l'invitation du réseau Balise pour assister à cette rencontre intitulée « Que faut-il faire pour garder les jeunes et assurer la relève ? Qu'attendent-ils du travail ? Est-ce compatible avec les besoins des entreprises ?» Nous leur donnons la parole pour chercher avec vous à comprendre ce qui se joue en ce moment dans la sphère du travail et évoquer de nouveaux modes de management, des solutions d'organisation ou des pratiques nouvelles. Moi, je tranche l'affaire en vous disant que le jeune, c'est celui qui ne se pose pas cette question. Et on peut répondre par la négative en se disant que toute personne qui commence une phrase, qui avance un argument par les jeunes ceci, les jeunes cela, n'appartient plus à cette catégorie. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette analyse précise du sujet? Alors, déjà, qu'il a été pensé par une ou plusieurs personnes d'âge mûr, anxieuses, occupant ou ayant occupé des fonctions managériales, maîtrisant partiellement les techniques de communication, enfin, un peu mieux celles qui relèvent d'objectifs marketing. Voilà, l'analyse du sujet. Ça marche à tous les coups. D'ailleurs, la semaine dernière, il suffisait de se pencher un peu précisément sur le sujet pour voir qu'il n'avait pas été rédigé par un chat. Alors, bon, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi cette anxiété? Alors, les invités sont là, ils vont y répondre, je suppose, mais de mon point de vue, si je peux me permettre un avis personnel, je pense qu'on en fait un peu trop. Je pense, pour être très, très transparent, je suis pas là pour ça, mais bon, maintenant que pourquoi pas. Cette jeune génération, elle est dans son rôle en questionnant les conditions d'accès au travail. Mais, comme celles qui l'ont précédé, vous allez voir, elles vont prendre leur place dans le système économique. Et elles en accepteront les contraintes. C'est mécanique. Je pense à peu près tous que certains secteurs souffrent d'une pénurie de compétences. Et donc, en tant qu'entreprise, si je me positionne dans une approche qui est très attentiste par rapport à cette question, je risque d'avoir quand même quelques problèmes à court terme à renouveler mes effectifs. Bon, écoutez, je vous remercie d'être intervenu. Alors, je vous présente Christophe Duprat. Le micro était un peu faible, on entendait mieux, et maintenant qu'on a l'image, on comprend ce qui se passe. Christophe Duprat, qui est dirigeant et responsable informatique du groupe Ouest France, et qui travaille en chapeautant une équipe de près de 200 salariés, je crois. Alors, puisqu'il a pris la parole sans qu'on lui donne, il a eu raison, parce que j'arrivais moi aussi un peu au bout de mes avis personnels. Je vous propose que Christophe soit rejoint sur scène par Henrik Burnelot, qui est lui aussi dirigeant d'entreprise, une entreprise qui travaille dans le bâtiment, une entreprise de peinture de 32 salariés. Karine Bouillet, qui est là aussi parmi nous, qui est co-dirigeante de LCA Construction Bois, c'est-à-dire 90 salariés. Maxime Bernard, dirigeant pour sa part de Collaborative Lab, une TPE qui travaille dans le conseil en innovation. Mais aussi Odessa Lamant, qui est saisonnière, polyvalente. Alors pour cette catégorie d'intervenants, vous voyez, on m'a précisé l'âge, alors je vous le dis, 27 ans. Elle est accompagnée d'Éline Bouty, qui est indépendante et qui travaille dans l'accompagnement en stratégie de marketing et communication. Elle a 33 ans. Constance Lersto, étudiante en géopolitique, saisonnière. Et attention, le gap est grand, elle a 19 ans. Bravo à elle. François Botton, auto-entrepreneur, régisseur technique en événementiel. On a eu bien besoin de lui depuis quelques heures. Ça ne s'est pas vu, mais il a travaillé avant les autres. Et il a 31 ans. Alors, Christophe, je me permets de vous redonner la parole parce que je vous ai à mon tour coupé. Et c'est dommage parce que je crois que vous aviez des choses à nous dire pour me contredire. Alors, je suis beau joueur, je voudrais bien entendre. Non, je voulais juste simplement souligner le fait que, enfin, on voit bien aujourd'hui, il y a des certifications comme la certification Great Place to Work, dans lequel pas mal d'entreprises essayent de s'inscrire, qui montrent que les entreprises aujourd'hui, elles doivent se vendre au moins autant que les candidats à l'embauche. Ce qui montre qu'il y a quand même un rééquilibrage du pouvoir entre les entreprises et les salariés. Et donc, quand on rentre dans la vie professionnelle, qu'on est jeune, ça donne quand même... Enfin, je pense que les perspectives sont quand même très différentes de celles qu'on a pu connaître nous-mêmes il y a quelques années. C'est juste ça que je voulais souligner. Une des premières choses qui est citée, c'est l'envie, le besoin de flexibilité du temps de travail,
Et c'est adossé à l'idée que vous en direz ce que vous en pensez, qu'il est nécessaire de faire une juste balance, en tout cas celle que vous pensez juste, entre vie professionnelle et vie personnelle. Je crois que je ne me trompe pas en disant ça. Je me permets de prendre la parole. Bonjour. Ouais, effectivement, moi je suis auto-entrepreneur et du coup j'ai la chance de réguler mon temps de travail, de choisir parce que j'ai des missions et du coup maintenant je choisis un peu mon emploi du temps, ce qui me permet d'avoir beaucoup de temps aussi pour moi perso. Et ouais, effectivement, c'est super important pour moi d'avoir du temps perso parce que j'ai mes projets aussi à côté. Et c'est vrai que pour moi, j'ai pas la chance d'avoir un métier j'aime beaucoup mon métier, mais c'est pas un métier dans lequel j'ai beaucoup de passion. Ce qui fait que j'ai du temps aussi pour faire mes passions à côté. Donc là, le métier, mon travail aujourd'hui, c'est pas ma vie. Donc j'ai besoin d'avoir autre chose à côté. Oui, et du coup, pour rebondir sur ce que dit François, comparé à il y a quelques années, je pense qu'aujourd'hui, le travail n'est plus le centre unique de la vie. On l'a peut-être vu beaucoup avec nos parents, qu'on voyait peu ou qui s'impliquaient beaucoup dans la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que le paradigme a un peu changé et en effet, l'équilibre vie pro, vie perso devient clairement prédominant dans le choix d'un job. Je rebondis sur ce que tu dis sur l'autonomie et la responsabilisation. Je pense que c'est un besoin qui est complètement partagé par les jeunes qui entrent dans le monde du travail. Clairement, et ça rejoint le besoin de liberté, de flexibilité. Le problème, c'est d'arriver à trouver des managers ou dirigeants qui le permettent, en fait. Après, je reste sur mon idée qu'on a quand même, en tant que dirigeant, aussi des responsabilités. Donc, on peut pas tout accepter. Enfin, nous, quand on a un carnet de commandes qui diminue, c'est juste pas possible. Enfin, il nous faut 6 mois d'avance pour pouvoir assurer en fait nos arrières. Et clairement, quand on commence à baisser, on se dit là, alerte rouge. Et il faut absolument que tout le monde contribue pour trouver de l'activité, quoi. Et voilà. C'est pas si évident que ça en fait de concilier cette envie de temps perso et de flexibilité surtout aussi dans la journée, hein, parce que on est des équipes, on a des équipes, on a des équipes au bureau, des équipes en fabrication, des équipes en pause. Il faut aussi qu'il y ait un peu une équité en fait aussi de traitement entre les gens. Je peux pas accepter des choses sur le bureau et que je refuse en pause parce qu'ils travaillent en équipe et qu'ils ont des horaires à respecter, quoi. Alors, la flexibilité, moi je suis pour. Mais jusqu'à un certain point, tout possible. Si on veut garder et fidéliser du personnel chez soi, il faut absolument être ouvert à la communication et justement trouver des solutions pour que la personne ait envie de rester chez soi. Quand je dis chez soi, dans l'entreprise. Moi, je sais que je le fais dès l'entretien, dès l'embauche. J'essaie d'être assez clair pour éviter les surprises derrière. Je suis quelqu'un d'empathique, donc je suis ouvert à la communication, il n'y a pas le choix de toute façon. Et c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à mettre en place. Pour rebondir sur ce que tu disais, Karine, j'entendais un peu la notion de quand on a des coups de bourre en activité, il faut que tout le monde se mobilise. Et ça, je trouve que ça rejoint aussi un peu la notion d'engagement dans l'entreprise. Mais il faut expliquer pourquoi on a besoin de l'équipe à ce moment-là. Je pense que mettre du sens derrière un besoin, c'est ce qui fait aussi la différence dans une entreprise et qui fait que l'équipe et les salariés peuvent se mobiliser. Et je pense que quelqu'un d'impliqué dans son entreprise est tout à fait lucide pour comprendre que quand il y a moins de 6 mois de commandes dans ton cas, ça peut mettre en péril la réalité économique de l'entreprise. Mais encore faut-il l'expliquer aux salariés, parce que parfois c'est juste atteindre un objectif pour atteindre un objectif d'un point de vue salarié, alors qu'en fait il y a de vraies contraintes financières derrière pour l'entreprise, sauf que c'est pas toujours dit. Et ne pas mettre de sens derrière une demande, c'est ce qui fragilise un peu l'engagement, je pense, pour un salarié. Moi, j'aime bien parler de société quand on parle de travail, parce que on a des sociétés, on dirige des sociétés, vous travaillez dans des sociétés, pas uniquement des entreprises. Société, c'est faire ensemble, c'est le fait de faire ensemble socialement, et c'est important justement de dire le pourquoi on travaille ensemble, le projet, la raison d'être et les contraintes qui vont avec.
C'est clair que cette notion de sens, elle est indissociable de la notion d'engagement. Dans une entreprise, on joue collectif, forcément. Seul, on fait rien, et c'est tout l'enjeu, en fait. Donc, cet engagement, il est très important, et il doit être durable. Du côté de l'entreprise, c'est très important. Quelque part, quand une entreprise décide de travailler avec un nouveau collaborateur, c'est un investissement du collaborateur qui est demandé, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que c'est l'entreprise aussi qui investit sur ce collaborateur. Il faut s'inscrire sur la durée. La notion d'engagement, moi je pense que les jeunes, on est engagés, parce qu'on peut entendre que les jeunes sont moins engagés, etc. Je pense que c'est faux. On est engagés, par contre, on pose certainement des conditions, que ce soit vie pro, vie perso, ou alors plutôt dans les valeurs ou les éthiques des entreprises. Je sais que c'est les entreprises qui font attention à l'environnement, etc. Par exemple, les jeunes, on peut se tourner plus vers des entreprises comme ça, et donc on attache peut-être plus d'importance à la valeur, et notre engagement il va changer par rapport à avant. Je pense en fait, on est engagé, mais on pose des conditions à cet engagement. Et c'est pas forcément, comme tu disais, moi par exemple, je m'engage sur des très courtes périodes, ça peut être 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais ça n'empêche pas que je suis très engagé sur cette période-là et qu'après j'ai 2 semaines où je suis à la maison ou autre part où je fais autre chose. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous avez derrière ça, vous? Peut-être parce qu'on a parlé de vos attentes, et bien vous, les employeurs, et notamment sur cette question de l'engagement dans le temps, quoi. Christophe. Donc, effectivement, cette notion, elle est, le temps, c'est pas une notion absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle. Nos grands-parents rentraient dans une entreprise pour la vie. Évidemment, ça fait bien longtemps que ce temps-là est révolu. Les entreprises, elles évoluent aussi. Et donc, ça veut dire que leur structure évolue et les compétences nécessaires évoluent aussi. Donc, de toute façon, il y a cette idée de géométrie un peu variable des équipes, des compétences qui est là. N'empêche que quand quelqu'un part d'une entreprise et qu'il faut le remplacer, ça représente un coût. Quand on a un renouvellement régulier des compétences, ça veut dire gérer la transition, ça veut dire former. Ça, c'est quand même une charge très importante pour les entreprises, cet aspect formation des collaborateurs, parce que quels que soient les collaborateurs, les jeunes comme les moins jeunes, hein, d'ailleurs, on peut très bien maîtriser une technique, mais pas forcément s'inscrire si simplement dans une organisation d'une nouvelle entreprise. Alors, pour les jeunes, évidemment, le système éducatif, on le sait, c'est pas nouveau, ne produit pas des professionnels, il produit des gens qui ont des compétences. Après, c'est le rôle de l'entreprise de s'inscrire un peu comme un organisme de formation complémentaire qui permet à ceux qui la rejoignent de mettre le pied à l'étrier et oui, de s'inscrire alors dans des techniques, dans des aspects qui sont très professionnels, aussi dans une culture, parce que les entreprises ont aussi une culture, il y a la notion de culture d'entreprise. Et tout ça, ça va pas de soi. Donc, voilà ce que je peux en dire. C'est-à-dire que l'engagement, il est important parce que c'est quelque part s'assurer qu'entre l'entreprise et le salarié, on est d'accord sur l'essentiel. Et après, ça, faut l'entretenir, quoi. C'est une relation qui peut être plus ou moins durable. Et c'est un vrai sujet de management. On va vous accompagner, on est prêt à vous accompagner, mais par contre, on a l'engagement moral entre nous, c'est à savoir on a un accompagnement qui dure minimum 1 an, voire 2 ans avant qu'il soit complètement opérationnel. Et en gros, on se dit qu'il faudrait au moins faire 5 ans, quoi, ensemble. Parce que sinon, ça va pas le faire. Après, les jeunes, ils ont pas toujours cette perspective de 5 ans. Sous-traitant ou pas, c'est pas la question, moi, je pense. Hein. C'est-à-dire que c'est la même chose. Si on fait travailler des sous-traitants, ils doivent s'inscrire dans le collectif. Et l'intérêt de l'entreprise, et parfois même du sous-traitant, c'est quand même une certaine durée, une durabilité de cette prestation. Parce que changer les sous-traitants tous les 2 ans, c'est un coût aussi. Si on a beaucoup de sous-traitants, parce que il y a beaucoup de projets et que chaque projet nécessite des compétences spécifiques, on n'a pas l'assurance de pouvoir pérenniser ces compétences, parce que c'est quelque part il y a une charge de travail exceptionnelle pendant cette durée du projet, mais après ça va diminuer.
Donc là, le modèle de la sous-traitance, il est très adapté. Mais enfin, quand il y a des entrées-sorties importantes, je le redis, c'est vraiment, faut bien le gérer et ça demande des efforts et un coût. Et ça pèse aussi beaucoup sur les équipes internes. C'est-à-dire que quand quelqu'un de nouveau arrive, c'est la charge des équipes internes d'accompagner, d'intégrer, de former, même si on parle pas de formation technique, c'est du transfert de connaissances. Et ça, c'est hyper chronophage. Moi, je pense que la formation prend du temps pour un manager ou dirigeant, demande de l'énergie, demande de vraies compétences et une ouverture d'esprit. Parce que, comme tu le disais, Karine, quand un étudiant arrive sur le marché du travail, il est formé à la théorie à l'école, un peu à la pratique s'il a eu la chance de faire de l'alternance ou des stages plutôt longs. Mais sinon, on a de la théorie et le former prend du temps. Et peut-être qu'il y a certaines entreprises aussi qui ne sont pas aptes ou qui n'ont pas bien réfléchi à leur process d'intégration des jeunes dans l'entreprise, dans la culture d'entreprise, et qui te mettent derrière un bureau sans vraiment t'expliquer comment ça va se passer. Parfois, tu n'as pas le matériel pour travailler, pas de boîte mail, ou pas quand il y a besoin d'une boîte mail ou de mot de passe ou quoi que ce soit. Presque, tu n'es pas attendu ce jour-là dans l'entreprise. Et certains managers peuvent aussi se positionner en tant que donneurs de leçons et moralisateurs, dans le sens où si eux ont connu un manager qui les a formés un peu à la dure, un peu à l'ancienne, eh ben ils vont se dire moi j'ai été formé comme ça, donc et c'est comme ça que j'ai appris, donc je vais t'appliquer la même chose. Sauf qu'aujourd'hui faire la même chose sur quelqu'un qui a 23, 25 ans qui rentre dans le monde du travail, c'est la porte assurée en fait. Ça va durer quelques mois et puis il va être dégoûté de son job et changer d'entreprise, voire changer de voie. Donc pour le coup, ça demande un vrai travail aussi de la part des dirigeants et managers de s'ouvrir à d'autres manières d'accueillir un jeune dans son entreprise. Parce que, en gros, je vais être transparent. C'est vrai que là, on dit, alors les jeunes, on les pose là, sous le microscope, on les regarde sous toutes les coutures. Est-ce que parfois, c'est pas en fait la société qui a évolué et donc parmi elles, évidemment, les jeunes. Mais est-ce que les salariés qui ont un peu de bouteille, ils ont pas aussi un peu envie de lever le pied et que du coup, on a d'un côté des jeunes qui veulent être là quand ça les arrange et puis des seniors qui sont bien contents d'avoir le temps d'être dans leur camping-car, quoi. Bien. Moi, Oui. je pense pas en fait. Sincèrement, je pense pas. Nous, on a eu des seniors là qui sont partis en retraite. On en a eu 4 qui sont partis en 4 ans. Et du coup, clairement, c'était des gens qui ont beaucoup transmis aux équipes, enfin aux jeunes, et qui étaient dans cette transmission-là. Donc, je suis pas certaine. Alors, il y a évidemment des gens qui sont plus rétifs, hein, parce que c'est pas dans leur naturel de pouvoir transmettre. Ça dépend vraiment plutôt de la personnalité plutôt qu'une histoire d'âge, je pense. Et puis après, il y a quand même un deuxième point, et ça il faut le dire, c'est il faut que le chef d'entreprise accepte qu'il y ait des temps de formation où on est moins productif. Et voilà, ça fait partie de la vie, de la structure. On peut pas intégrer des jeunes, ou même des gens qui changent de métier aussi, parce qu'on a aussi ça aujourd'hui, hein, sans passer par une phase où on va les former et où du coup l'équipe sera moins productive. Et forcément, ça fait partie du match, quoi. Il faut souvent briefer, moi je sais que briefe les anciens quand on dit qu'on cherche de la main-d'œuvre qualifiée, parce que la main-d'œuvre on en trouve, mais qualifiée c'est plus rare. Et leur dire, bon les gars, ne faites pas fuir les jeunes en leur imposant vos techniques égyptiennes, parce qu'à un moment donné vous allez me dire, on a besoin de gars, t'as vu, on a si ça à faire, et puis vous me faites fuir les jeunes. Donc là c'est le chat qui se mord la queue. Donc moi je sais que j'insiste beaucoup auprès d'eux. Certains, je sais qu'il y en a qui sont plus malléables et ouverts, d'autres qui seraient, ils sont pas si vieux que ça, mais dans leur tête beaucoup plus. Et c'est très très rude. Et là on leur dit, je leur dis, les gars, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Moi je joue le jeu, mais faites ce qu'il faut au niveau explication. Prenez le temps de leur expliquer le boulot, ne pas gueuler ça sert à rien. Vous y mettez les formes et vous aurez le résultat en face. Et puis, si ça se fait pas, ça ne se fait pas. On va s'en apercevoir avec le temps, mais on aura fait ce qu'il fallait. Voilà. Si je peux me permettre, tout ce que vous dites, je suis entièrement d'accord. Le temps de formation, il est vraiment primordial. De mon expérience, quand j'ai commencé mon job étudiant, on a pris du temps pendant 2-3 week-ends pour vraiment me former.
Et ça a créé une sorte de climat de confiance avec toute l'équipe, avec mon patron, etc. Ce qui fait que j'avais envie de rester, malgré que le job étudiant, c'est pas vraiment ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais ce côté formateur, c'est vraiment important de s'appliquer, entre guillemets, dessus, parce que c'est ce qui peut faire garder un jeune, finalement, dans l'entreprise. Et même pour des alternantes et des alternants, je fais un livret d'accueil, je mets en place un poste de travail avec un téléphone, avec un PC, avec etc., tous les outils. Et les 2 fois où j'ai recruté des alternantes ou des alternants, ils ont été très surpris d'arriver avec cette culture-là qui était déjà en place. En me disant, dans les expériences qu'on a eues avant, on a vécu un peu ce que tu disais, Eline. On a mis derrière un bureau et on a dit, tiens, en gros, vas-y comme ça, démarre-toi. Vous êtes prêt à donner beaucoup, mais entre guillemets, quelles sont vos conditions? Ce serait le sens de ce qu'on fait, de trouver du sens dans ce qu'on fait et que l'entreprise nous donne du sens aussi, se sentir utile et avoir des valeurs communes en tête. Je pense que c'est là-dessus que le salarié et l'entreprise peuvent se rejoindre, c'est partager des valeurs. Alors, peu importe les valeurs, là pour le coup, chacun y trouve son compte où il veut, mais flouer les salariés au moment du recrutement ou sur la communication de l'entreprise sur des valeurs qui ne sont pas incarnées au quotidien, c'est assurer qu'il y aura des engagements, et rapidement, en tout cas de la part des salariés, et peu importe leur âge, je pense en plus. J'ai eu beaucoup de questions par des jeunes sur est-ce que c'est bien vrai ce que vous dites sur vos réseaux, est-ce que c'est bien vrai, en fait, ils ont vraiment besoin d'être sûrs, parce que ils ont connu des expériences où c'était pas, il y avait un affichage, et puis derrière, en fait, le rideau il tombe. C'était pas du tout ça. Je pense qu'il y a quand même une notion de transparence vis-à-vis du fait que ces valeurs, elles sont liées, dans le cadre de l'entreprise, à une réalité économique. Et que, encore une fois, quand on vous l'explique, qu'on essaye d'incarner ces valeurs du mieux possible au quotidien, et que parfois, effectivement, on sera dans un écart. Ça peut arriver. Je pense que le quotidien et les contraintes font que on a une trajectoire et il faut parfois qu'on s'en écarte un peu pour mieux y revenir après, bien évidemment. Mais c'est un sujet de respect, c'est un sujet d'implication et d'inclusion des nouveaux salariés et surtout des jeunes qui sont plus exigeants là-dessus. Et en termes de pratique managériale, je pense que c'est intéressant justement d'exprimer ça comme ça. On a ces valeurs environnementales, on a ces valeurs sociales, on a ces valeurs sociétales qui sont fortes, mais on ne peut pas être dogmatique dans leur application au quotidien et peut-être exprimer encore une fois pardon, cette difficulté à la mettre en œuvre et la partager avec les salariés, c'est quelque chose qui me semble intéressant. C'est pas forcément déballer sa vie personnelle tous les matins devant tout le monde, mais c'est ramener juste de l'humanité et de l'émotionnel un peu dans l'entreprise. C'est pas juste une structure économique qui est là pour gagner de l'argent et payer ses salariés. C'est aussi, et tu le disais au tout début, une structure sociétale, sociale, avec un besoin d'appartenance, un besoin d'équipe, mais quel est le lien entre des personnes s'il n'y a pas d'humain et d'émotionnel? Oui, pourquoi pas mettre des fois de côté un peu la hiérarchie, essayer de déconstruire aussi cette hiérarchie. Il y a plein de management qui existent, voilà, management situationnel, c'est presque du cas par cas, mais ouais, si je rejoins cette idée de valeur, c'est important de connaître ses valeurs. Des fois, on ne connaît pas ses valeurs, de connaître celles des autres, de croiser des savoirs. Il y a du savoir-être, du savoir-faire dans les valeurs. Et ouais, c'est important. Du coup, je rejoins ce que tu disais, je crois, toi, l'humain et l'émotionnel, et effacer ces non-dits et communiquer. Vraiment, je pense que la communication c'est hyper important. Et du coup, d'humain à humain et de société ou de dirigeant à employé. Tout en gardant cette idée de effacer un peu la hiérarchie des fois et garder cette notion humaine. Au-delà de ça, garder les salariés comme un objectif, on l'entend, mais tout à l'heure on a aussi entendu que le surfeur, par exemple, vous étiez peut-être contente que il aille faire ce qu'il avait à faire ailleurs. Donc cette idée du départ du salarié, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi autrement que c'est dommage, il part. Effectivement, quand on prend un tout petit peu de recul, accompagner le départ correctement, c'est se dire les choses, on en discutait avec François, c'est être capable de se dire les choses de façon factuelle sans remettre en question la personne, quoi. Se dire factuellement, ça ne fonctionne pas. Le fonctionnement de l'entreprise et tes demandes et tes contraintes à toi ne fonctionnent pas et c'est mieux que, je sais pas, de façon volontaire ou plutôt forcée. Ça, c'est un premier point. Il faut savoir
accompagner ce départ. Il y a aussi un point qui est intéressant sur l'apprentissage et l'évolution de l'entreprise. Quelqu'un qui part, il part pour des raisons, bonnes ou mauvaises, du point de vue de l'entreprise, mais en tout cas, il faut les entendre, c'est une source de progrès. L'entretien de départ, avant que la personne s'en aille vraiment, c'est certainement aussi important que l'entretien de recrutement et l'entretien d'intégration. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi nous te demandons ou nous t'incitons à partir? C'est quand même important. C'est source de progrès, c'est source de réinvention, de prise de recul de l'entreprise, et c'est très très important. Et puis de façon peut-être un peu plus pragmatique, un salarié qui s'en va fâché, un salarié qui s'en va fâché, c'est de la mauvaise presse, c'est potentiellement des réseaux sociaux où vous voyez des choses sur votre entreprise qui sont pas très intéressantes et pas très attractives. Et donc pour rester justement attractif pour le recrutement, c'est compliqué, quoi. Le départ, c'est un moment comme l'arrivée. Hein, c'est deux moments qui ont leur valeur. Et je rejoins ce qui a été dit. Des fois, c'est pas une mauvaise nouvelle que quelqu'un parte. On est content d'ailleurs qu'il parte parce que il a une opportunité ou elle a une opportunité. On n'est pas en mesure nous de pouvoir lui offrir. Et ça veut pas dire d'ailleurs, au passage, qu'il n'y aura pas un retour. Ça m'est arrivé de voir des gens partir et quelques années plus tard revenir. Parfois on a besoin d'un mercenaire, parfois on a besoin d'un bon petit soldat. Je sais pas si ça parle. Si on en a besoin, c'est pas un problème, le mercenaire. En fait, le truc, c'est la faute de goût. C'est-à-dire que si on a besoin de quelqu'un qu'on voit s'inscrire dans l'entreprise durablement, à qui on veut confier des responsabilités plus grandes, ou qui est sur une mission qui doit durer longtemps, et que finalement, si on se rend compte que c'est un mercenaire et qui part avant la date, évidemment, ça veut dire qu'on a fait un mauvais calcul. Mais des fois aussi, c'est pratique. Hein. On a des choses à faire qui sont des missions de courte durée du coup. C'est du renfort pour des équipes en place. Et là, quelque part, alors le terme mercenaire est un peu fort, voire péjoratif, mais d'avoir quelqu'un qui vient ponctuellement pour filer un coup de main, moi je crache pas dessus. Hein. C'est tout aussi respectable. Notion du métier qui fait que là, peut-être on est obligé de rester pour pouvoir apprendre son métier. Mais les compagnons, ils apprennent leur métier en bougeant tout le temps, à l'inverse. Donc, multiplier les expériences, voir des nouveaux contextes, ça forge aussi une vraie compétence. Hein. C'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un qui a eu la chance, et qu'on a la chance de recruter quelqu'un qui a vu un peu tout ce qui existe, et il est capable d'apporter beaucoup dans une organisation. Donc, finalement, ce modèle d'une personne qui va multiplier les expériences et pour finalement vous rejoindre, il est intéressant. Hein. Ça permet de savoir comment ça se passe ailleurs, ça permet d'éviter de faire des erreurs des fois. Mais ça peut être un prêt de main d'œuvre aussi pour plus tard. Si lui il a du boulot, pas assez de boulot, rester en bon terme, en bon contact avec la personne. Il faut être intelligent, pas se tirer dans les pattes. Moi j'ai plein de confrères peintres, je dis pas concurrents, j'insiste bien confrères parce que je me tiens au courant auprès des fournisseurs. Auprès de psychologues, de peintres, je discute souvent, je demande comment ça se passe autour de moi, dans mon métier. Et je sais que pour répondre à des gros marchés, des fois, on n'est pas assez chez nous. Et j'appelle des collègues, je dis comment, t'as du boulot, t'as pas de boulot. Bon, on fait du prêt de main d'œuvre. Et ça, c'est génial parce que le prêt de main d'œuvre fait voir des fois en termes de recrutement d'autres choses, ce qui se passe dans les autres entreprises. Et là, en l'occurrence, la mienne. Donc, il faut être appétent. Et le fait que des personnes extérieures viennent bosser chez nous, découvrent un peu l'organisation et tout ça, c'est des fois, ça a été un bon recrutement. Des gens sont venus derrière postuler chez nous. Et ouais, et c'est hyper important. Et c'est pas parce que je m'engage seulement 6 mois. Par contre, forcément, je choisis des contrats saisonniers, donc je m'engage, mais je m'engage aussi à la fin. Et que j'apporte pas des idées et du renouvellement. On est dans une société qui va très très vite et qui évolue aussi très très vite. Et je pense qu'un mercenaire aussi, ça peut apporter plein de points très positifs, même si c'est intense et rapide. Ça fait partie de l'évolution quand même. Ouais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, là, quand même, cette génération, elle se permet, mais avec une sorte de naturel, de bouger les règles, fixer de nouvelles règles. Qu'est-ce qui fait que vous avez
entre guillemets, c'est ce naturel et cet aplomb-là? Moi, je pense que c'est parce que, comme je disais un peu en intro, on a vu les générations d'avant s'aliéner au travail et que là, le modèle a changé et qu'on n'a pas envie de reproduire le même schéma. Alors du coup, ça va peut-être d'un extrême à un autre, hein, pour le coup. Et il y a sûrement un équilibre à trouver entre tout ça, mais il y a peut-être cette vision-là de mes parents ou mes grands-parents ont fait comme ça, se sont dédiés corps et âme à leur entreprise, où ils sont restés 40 ans, et pour autant, ça les empêchait pas de ne pas s'y plaire et de ne pas s'y épanouir, parce que je pense qu'on a vu déjà des gens autour de nous se plaindre constamment de leur travail, mais ne jamais bouger. Et aujourd'hui, c'est pas ce à quoi on aspire, en fait. Pour me projeter, moi, je sais qu'en tant qu'étudiante, ce que je recherche, c'est vraiment un métier, ça va être un peu utopique, mais un métier où j'ai pas forcément l'impression de travailler au sens travailler. Et donc peut-être que ce côté, on cherche plus de passion ou un métier qui nous donne vraiment envie d'aller au travail, ça va nous, enfin, on va avoir des conditions ou alors ça va changer notre regard sur le travail, etc. Je pense qu'il y a ce côté aussi, on n'a pas envie de se tuer à la tâche, on va dire. On a envie de prendre du plaisir à aller travailler, et prendre du plaisir, ça veut pas dire qu'on va pas faire mal notre travail. Au contraire, je pense que ça augmente la productivité. Je pense que c'est ce côté plaisir qui a pris le dessus. Je voulais juste ajouter, je pense qu'on est tous différents. En soi, il y en a qui peuvent se tuer à la tâche, ils sont très contents et ça leur va bien. Mais il y en a, ils ont besoin, peut-être qu'on prête plus attention à leur sensibilité et qui, en fait, on est tous différents. Donc en fait, il faut aussi que l'entreprise s'adapte au fait que, on est obligé de faire du cas par cas finalement, quelque part. Alors, on pense aux nouvelles générations, donc ça nous amène aussi à parler peut-être de ce qui est nouveau pour certains et naturel pour d'autres, c'est-à-dire un peu le numérique et ce que ça change, et notamment peut-être dans la perception que peuvent en avoir ces travailleurs-là par rapport aux entreprises. Comment on le conçoit? Le numérique, il a déjà apporté le fait que pour certains, on peut travailler à la maison. Ça, on a découvert. On n'a rien découvert. Enfin, si. On n'a pas découvert les outils, on a découvert que c'était possible et réaliste de travailler, en tout cas pour certains métiers, depuis la maison. Donc ça crée un autre paradigme. Moi, j'ai pas mal de gens qui viennent dans l'entreprise et systématiquement, en entretien, ils demandent combien de jours de télétravail il y a dans la politique de télétravail de l'entreprise. Et ils le challenge, le nombre de jours. Autrement dit, s'il n'y en a pas ou s'il n'y en a pas assez, finalement, il faut bien comprendre que ailleurs, on lui propose plus de télétravail et finalement, c'est pour cette raison qu'il ne viendra pas chez toi, quoi. Moi, j'ai une illustration. Hein, j'interviens en école d'ingénieur sur des projets d'innovation et je vois des jeunes qui montent des business de revente, du dropshipping, on va dire le mot, en 15 jours avec des outils d'intelligence artificielle générative, avec des trucs automatisés de A à Z. En 15 jours, ils ont monté leur boîte. C'est ce qu'ils déclarent. J'ai monté ma boîte et effectivement, en 15 jours, ils font du chiffre d'affaires. Et du point de vue méthodologique, du point de vue des outils, c'est assez incroyable parce que ça fonctionne. Alors, on regarde pas tout ce qui se passe sur l'envers du décor, mais ça fonctionne. Donc forcément, quand ils arrivent dans un entretien de recrutement ou dans une intégration dans une entreprise qui n'a pas conscience de ces outils, qui a parfois un décalage de quelques années, quelques décennies sur les outils numériques, c'est aussi important de comprendre ça et de comprendre que de leur point de vue, un projet de nouveaux produits, de nouveaux services qui dure 9 mois, 10 mois, 12 mois, 24 mois, ça n'est pas possible en fait. Et le numérique, je ne suis pas pro-numérique à fond, mais ça permet quand même d'accélérer les choses et s'inspirer de ce que ces jeunes voient dans leur parcours et dans leurs entreprises à leur échelle, et l'intégrer dans nos entreprises à nous. C'est quand même un vrai sujet, c'est une nouvelle compétence et c'est quelque chose qui est nécessaire en termes de maintien, quel que soit le sujet de l'entreprise, de maintien de la compétitivité de l'entreprise. Je sais pas si le mot est bon, mais en tout cas, c'est un vrai sujet qui peut être apporté par des jeunes générations. Donc juste, on reprend 30 secondes de silence et puis on va écouter nos descriptifs du lapin parfait et de la carpe idéale. Donc alors, allez-y, pour vous, le manager que vous aimeriez croiser,
quand vous entrerez dans l'entreprise qui sera la vôtre? En quelques mots. Alors, on a noté quelques petits mots. On a surtout mis humain, qui est beaucoup de communication avec nous, une ouverture d'esprit qui prend en compte nos envies, pardon, qui forme bien aussi les nouveaux arrivants, les jeunes, etc. Et qui soit transparent et honnête. Alors ben nous, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question et très important le dernier mot, ne pas être susceptible, pouvoir dire les choses, parce que si on peut pas dire les choses, on n'avance pas. C'est anti-évolution, c'est anti-constructif. Pour ma part, je suis pas quelqu'un de gueulard. Je suis un patron qui communique. Je suis ouvert, pas de problème. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut pouvoir dire les choses dans les deux sens, plus avancer. Si on dit quelque chose, et il faut bien dire quand c'est bien et pas bien. Mais quand c'est pas bien et qu'on y met l'effort, mais qu'on n'a pas forcément la réponse en face, et que la personne boucle, bon, c'est pas, on peut pas aller comme ça. Ouais, il y a quand même une question qui n'a pas été soulevée, c'est l'écoute. Hein. C'est pour moi la première qualité d'un manager, c'est ça. Alors après, pour Je pense qu'ils l'ont dit. la recrue idéale, c'est du savoir-faire. Comme je vous disais, d'accord, ça c'est le truc de base, mais c'est surtout du savoir-être. C'est parce que en fait, je le redis, l'entreprise c'est un collectif, donc faut être capable de jouer collectif. Donc, si le salarié et le collaborateur n'est pas capable de s'inscrire dans un collectif, ben là, on a un vrai problème. Et souvent, ça se passe pas bien. Ouais, c'est vrai que oui, la reconnaissance, c'est peut-être, on parlait beaucoup de la communication, c'est avoir aussi un retour d'expérience du notre manager ou autre, enfin un échange quoi. Je pense que c'est super important de savoir si on répond aux attentes. Et moi, je dirais peut-être la reconnaissance, mais dans le sens plutôt retour d'expérience. Parce que on a souvent un retour quand c'est mal fait ou à corriger, mais pas nécessairement quand c'est bien fait. On juge ça pour le coup normal. Ben, c'est ton travail. Oui, certes, mais j'y ai passé du temps, j'ai mis de l'énergie, etc. Et je pense que du coup, un retour d'expérience entier et transparent, on rejoint un peu les valeurs qu'on explicitait tout à l'heure. Un retour d'expérience sur le travail fait, la prise en compte du temps passé, qu'il y ait des choses à corriger, que ce soit pas parfait ou que ce soit bien et qu'on passe à un autre sujet.